La matinale RCF, le grand invité. Elle dure depuis bientôt 7 mois désormais, la guerre en Ukraine, ses drames et les inquiétudes qu'elle suscite chaque jour. Une guerre qui révèle aussi un profond attachement des Ukrainiens aux valeurs européennes. Bonjour Olivier Weber. Bonjour Clara Gabillet. Écrivain, ancien diplomate et reporter de guerre, cet attachement singulier, vous le racontez dans votre livre « Naissance d'une nation européenne » publié aux éditions de l'Aube. Alors avant d'en parler, j'aimerais tout de même vous faire réagir aux récents événements de ce conflit. 450 tombes ont été découverte par les forces ukrainiennes dans la forêt près d'Izium, une ville reprise aux Russes. Cela rappelle le charnier de Boutcha il y a quelques mois. Vous qui êtes attaché à l'Ukraine, qui en revenez, est-ce que ça vous révolte ? Oui, bien sûr, ça me révolte parce qu'on a l'impression que ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité ne finissent jamais, que ça recommence sans cesse. C'est ce que disait le philosophe Merleau-Ponty, à savoir que la cruauté des hommes est facile, elle est toujours à recommencer. Et là, il y a une sorte d'éternel recommencement dont les civils font les frais, dont les militaires font les frais, puisqu'ils ne bénéficient pas évidemment des conventions de Genève, on les abat très souvent, on les torture. Et voilà, ce qui me révolte aussi, c'est, moi qui ai fait les études de droit international, c'est cette négation non seulement des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre par la Russie, mais deuxièmement des encouragements. Rappelez-vous simplement ce qui s'est passé à Boutcha avec la fameuse 64e brigade de fusiliers motorisés, donc russe, basée à Khabarovsk en Sibérie, et donc attachée à l'armée russe. Eh bien, c'est elle qui a commis nombre de ces exactions et crimes de guerre et des viols d'ailleurs aussi à Boutcha et dans les environs. Quand l'unité est revenue donc en Russie, a été décorée de la garde honorifique par Poutine et le lieutenant-colonel promu au Morbegov, c'est son nom, au rang de colonel. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on encourage les unités à commettre ces crimes et ces viols. Ça veut dire allez-y, servez-vous sur la bête, vous serez récompensés. Et ça évidemment au XXIe siècle, c'est intolérable. Sur ces tombes qui ont été découvertes à Izium, l'ONU a annoncé envoyer des enquêteurs sur place pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. L'Ukraine et l'Union européenne demandent à ce que les auteurs soient traduits en justice pour ces crimes de guerre. Est-ce que vous êtes confiant afin que cela arrive, vraiment un jugement pour crimes de guerre ? Il faut y croire n'importe comment. Ce qu'il faut faire aussi, c'est faire du préventif. Pourquoi ? Parce que là, on est en zone occupée, dans cette forêt près d'Izium. On a découvert, c'est pratiquement 450 tombes, plus la fosse commune. Eh bien, ça veut dire qu'en principe, par extrapolation, il y en a d'autres. Boutcha, c'était au bout d'un mois et demi d'occupation. Là, on est à 7 mois, 6 mois. Ça veut dire qu'à Kherson, c'est-à-dire dans l'oblast de Zaporijjia, derrière la fameuse centrale, c'est-à-dire que vers Melitopol, vers Mariupol, où il y aurait eu 20 000 morts, d'après ce que dit le maire en particulier, c'est-à-dire qu'il y a d'autres crimes de guerre qui ont été commis de masse et sûrement des tombes communes aussi à rechercher. Alors oui, il faut qu'il y ait deux sortes de justice. La justice nationale ukrainienne accompagnée de la justice internationale. Donc c'est quoi ? C'est la CPI, la Cour pénale internationale. Ce sont bien sûr aussi les instances de l'ONU avec le Haut Commissariat des réfugiés, le Commissariat pour les droits de l'homme et puis des associations d'avocats, d'autres assos aussi, comme on dit, des ONG, Amnesty International, Human Rights Watch. Pourquoi ? Parce qu'il faut documenter, il faut qu'on ait une collecte de preuves. Moi j'en ai aussi collecté énormément. Ça viendra plus tard forcément ? Ça viendra plus tard. En même temps, la justice est paradoxale, a besoin d'un temps long et en même temps, on doit faire la lumière très vite après les preuves disparaissent. Et je crois que c'est important d'avoir effectivement plus tard, à partir de maintenant, il faut lancer les pistes. Ça sera peut-être négocié aujourd'hui même, enfin discuté en tout cas aux Nations Unies, la fameuse Assemblée Générale qui a lieu une fois par an. Donc il faut un tribunal ad hoc ou un tribunal spécial ou un tribunal international pour juger des crimes de guerre. Olivier Weber, vous publiez « Naissance d'une nation européenne ». Donc je le rappelle, c'est publié aux éditions de l'Aube. Dans ce livre, vous sillonnez l'Ukraine à la rencontre de ceux qui y vivent et la défendent face à l'envahisseur russe. Est-ce que vous avez été d'une certaine façon surpris par les récits que vous avez récoltés ? Oui, énormément, parce que il se trouve que j'étais dans la montagne près de l'Afghanistan avec le fils du commandant Massoud. Et puis, quand j'ai appris qu'il y avait cette guerre, j'ai voulu y aller, pas pour faire un livre forcément, mais pour témoigner, faire à nouveau du reportage. Ce n'est plus mon métier, je suis écrivain, mais je fais aussi de temps en temps du reportage de guerre. Et voilà, j'ai retrouvé des gens que je connaissais, parce que j'avais couvert l'indépendance de l'Ukraine, j'étais retourné en Crimée ou ailleurs. Et là, j'ai retrouvé les mêmes gens, j'ai retrouvé une génération un peu plus jeune, et surtout encore les plus jeunes de 20-25 ans, qui n'ont même pas connu les événements de Maïdan en 2013-2014. Et donc ces jeunes s'investissent totalement dans la cause pour l'effort de guerre, sur le front ou à l'arrière, et ils me disent des choses extraordinaires. Ils me disent, en particulier, on se bat pour vous, on se bat pour la liberté, on se bat pour les valeurs démocratiques, et on ne veut plus jamais ça. Alors plus jamais ça du côté ukrainien, c'est quoi ? C'était un tabou pendant des décennies, c'est l'Holodomor. En 2 secondes pour les auditeurs, l'Holodomor, c'est la famine organisée par Staline
au milieu des années 30, 1935-1936, ça fait quand même 4 millions de morts, vous vous rendez compte, sur 22-23 millions d'habitants à l'époque, donc un Ukrainien sur 6. Pourquoi ? Parce que Staline voulait mettre au pas, d'une part, l'Ukraine, et deuxièmement, voulait carrément décimer la paysannerie, les fameux koulaks. Et c'était tabou quand il y a eu l'indépendance en 1991, quand la maison mère URSS s'est effondrée, après quelques coups de dégel et de perestroïka. Eh bien, les Ukrainiens n'en parlaient pas en disant, bon, on reste quand même assez amis avec cette, entre guillemets, mère patrie. On ne l'appelle plus ainsi aujourd'hui, la Russie ou la post-URSS. Et le FSB, donc les services secrets des deux pays sont unis, etc. On avait peur, il y a une sorte de tabou. Et là, c'est levé en masse, y compris par les jeunes. Et ça veut dire qu'il y a une mémoire qui se réveille. Et ça veut dire aussi qu'il y a un divorce qui se crée pour des générations. Un divorce qui permet maintenant aux Ukrainiens de se tourner davantage vers l'Europe, notamment les nouvelles générations. Qu'est-ce qu'elle représente, cette Europe, pour les Ukrainiens que vous avez rencontrés ? Oui, alors c'est là aussi ce qui m'a surpris de la part des plus jeunes surtout, c'est que c'est une revendication moins d'une volonté d'appartenir à l'UE, l'Union européenne, que d'appartenir à la famille européenne. Et ce sont les mêmes valeurs qu'on partage. Moi, j'ai voyagé là-bas pour voir tous ces gens, des paysannes, des médecins, des ingénieurs, des étudiantes, tous ligués contre la Russie pour l'effort de guerre, soit sur le front, soit à l'arrière. Et ils défendent ces valeurs. Et j'avais donc avec moi le premier roman d'un écrivain qui s'appelait Roman Katsev, plus connu sous le nom de Romain Gary, Éducation européenne. Il a écrit à 29 ans sous d'autres bombes, puisqu'il rentrait de mission dans le sud-ouest de Londres lorsqu'il était aviateur pour la France libre, et la nuit il écrivait. Éducation européenne, ça se passe à peu près dans ces régions-là, avec des patriotes polonais, certains sont ukrainiens, de Galicie, et j'ai retrouvé la même ferveur, la même volonté de fraternité. L'un des héros de Romain Gary qui dit « mais nous on n'est pas des nationalistes, le nationalisme c'est quoi ? C'est la haine des autres. Or, le patriotisme, c'est nous. Le patriotisme, c'est l'amour, au contraire des uns et des autres. » Et j'ai retrouvé ça en Ukraine, et cette volonté de s'affranchir totalement, de lutter contre l'agresseur russe, parce que c'est quand même le moins que l'on puisse dire. Et puis, deuxièmement, de dire que le rideau de fer, maintenant, il a été tracé par les Russes, c'est de l'autre côté de la frontière, d'un côté des dictatures, ce que j'appelle dans mon livre les néo-empires, dont la Russie, et de l'autre côté, les valeurs démocratiques à laquelle nous aspirons. Il n'y a pas tout de même aujourd'hui ce risque de tomber dans ce nationalisme dont vous parliez à l'instant en Ukraine ? Bien sûr, et la guerre peut créer cela, la haine aussi peut créer cela, et c'est important de voir aussi les Russes, j'en ai vu à Kharkiv sous les bombes ou ailleurs, parce que vous savez, c'est un peu compliqué de faire la césure entre les Ukrainiens pure souche entre guillemets, et puis des Ukrainiens ou des Russes avec des racines ukrainiennes ou l'inverse. Et il y a Kharkiv, donc à Kharkiv, la deuxième ville du pays, ville en temps de paix de plus d'1 million d'habitants, il y a une majorité de russophones, c'est en fait de Russes. Et là, j'ai vu, alors c'est un personnage incroyable, il a 45 ans, Alexander, qui est professeur de physique, a créé une école privée, et il me dit, mais je suis parti en Pologne mettre mes 2 enfants, mes 2 filles et ma femme en sécurité, et je suis revenu. Alors je dis, mais pourquoi t'es revenu ? Parce que je dormais chez lui, il m'a hébergé sous les bombes, donc dans sa petite maison. Il me dit, parce que certes j'ai peur, mais mes fidèles ont plus peur. Ah bon, tu as des fidèles ? Oui, parce que je suis pasteur le dimanche, volontairement, donc à l'église évangélique, donc au pasteur du quartier, au temple du quartier. Et alors il protégeait, lui, ses fenêtres, parce que là-bas, les éclats d'obus tuent aussi par les éclats de verre, ça tranche des carotides, etc. Et au lieu de mettre du sparadrap et du scotch aux fenêtres, il mettait 2 types de livres. Il mettait la littérature, donc d'une part des piles de romans policiers, et deuxièmement, je vous le donne en 1000, les missels de son temple qu'il protégeait. Et donc voilà, il me disait, mais au moins la littérature, ça sert à ça, puis on a bien ri. Mais lui, donc, est russe, on va dire, il dit, j'arrête de parler russe. Zelensky, le président ukrainien, c'est quelqu'un que je n'aimais pas auparavant. Maintenant, je le défends comme beaucoup de mes amis ici russes à Kharkiv, parce que justement, il nous protège de cette agression de l'ancienne mère patrie. Donc voilà, ce sont ces rencontres qui sont magnifiques, qui sont courageuses de la part de ces Ukrainiens et Ukrainiennes, qui luttent pour eux, pour la survie, et qui luttent aussi quelque part pour des valeurs universelles. L'Ukraine a franchi en juin une étape dans son processus d'adhésion à l'Union européenne. Elle est désormais candidate officielle pour l'adhésion à l'Union européenne. Il y a également beaucoup de pays qui donnent beaucoup de l'argent, des fonds, les États-Unis notamment. Comment les Ukrainiens que vous avez rencontrés vivent-ils cette main tendue de la communauté internationale ? Ils savent, d'une part, d'abord, que c'est vital, bien sûr. Deuxièmement, que c'est fragile. Par exemple, sur l'alimentation en armement, surtout en munitions, ils disent, nous, c'est à flux tendu. C'est-à-dire que peut-être dans 15 jours, dans un mois, on n'aura plus rien. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en anglais compassion fatigue, c'est-à-dire l'usure de la pitié.
Et puis il y a un autre adage qui dit qu'une guerre chasse l'autre. On l'a vu avec l'Afghanistan d'ailleurs précédemment, puisque je me trouvais à la frontière il y a peu de temps, et on en parle beaucoup moins maintenant. Les Ukrainiens sont lucides, disent est-ce qu'on va parler de l'Ukraine dans 6 mois ou après l'hiver, quand on aura froid, quand ça va vous coûter cher, quand il y aura 1 degré de moins dans les chaumières, etc. Et ils vivent en même temps cela comme étant un élan d'empathie extraordinaire, et ils disent voilà, nous sommes frères, c'est la même fratrie, on va dire, c'est la même famille, et on demande certes à intégrer l'Union européenne, et ils sont conscients en même temps que c'est un processus très long, il y aura sûrement des étapes, bien sûr des communautés à 2 vitesses, le cœur de l'Union européenne, puis après un statut de membre associé, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'ils ne veulent plus tomber ou rester dans l'orbite de l'ours russe. Ça, c'est fini une fois pour toutes. Vous retracez donc dans ce livre des histoires de vie très courageuses, hein, vous en parliez, tous ces gens qui se battent pour leur pays, et vous l'évoquiez à l'instant, la crise de l'énergie qui en résulte peut faire de la place à la colère aujourd'hui en France. Il y a des Français qui estiment qu'ils n'ont pas à payer le prix des conséquences de la guerre, hein. L'empathie laisse un peu plus de place à la colère. Comment vous réagissez à cela ? Moi je dis, c'est un peu le but de ce voyage et de ce livre, c'est aussi faire un éloge du courage, un éloge à la résistance, un éloge à la liberté. Et d'ailleurs, parmi les 3 derniers livres que j'ai faits sur les Kurdes, sur les Afghans anti-talibans du jeune commandant Massoud, donc le fils de Massoud qui a 34 ans, et sur les Ukrainiens, il y a comme cela des réflexions communes au niveau philosophique sur l'éthique de la liberté. Et je crois qu'il y a un prix à payer. Je pense qu'il faut serrer les rangs, je pense qu'il ne faut pas être collaborateur de cet ordre poutinien, qui est un ordre post-stalinien, qui est un ordre post-communiste. Et je crois que c'est très grave parce qu'on a vu avec la réunion de Samarcande. À la réunion de Samarcande, il y a les nouveaux empires qui étaient là. Il y en a 4, la Chine de Xi Jinping, l'Iran du président Raïssi, la Turquie d'Erdogan et la Russie de Poutine. Ce sont d'anciens empires qui redeviennent des empires et qui sont expansionnistes à nouveau. Et ça, c'est très dangereux pour les démocraties. C'est dangereux pour les défenses des droits de l'homme et des droits de la femme. Donc, effectivement, il faut défendre ces points-là. Olivier Weber, vous qui avez couvert de nombreuses guerres en tant que reporter, qu'a-t-elle, celle-ci, la guerre en Ukraine, qu'a-t-elle de différent par rapport à d'autres ? Elle est différente parce que elle nous touche plus. On est dans une guerre post-civile, j'allais dire, parce que ce sont 2 nations qui avaient en commun énormément de familles, énormément d'histoires, etc., même si elles sont dissociées. Hein. L'Ukraine n'est pas russe, encore une fois. Mais j'ai été touché par cet élan de l'arrière en particulier. Vous savez, en 14-18, on disait l'arrière tiendra. Et là, quand je vois même un prêtre, un aumônier d'ailleurs de la flotte de la marine ukrainienne qui ne sert plus à rien parce qu'on ne peut plus sortir en mer et qui fait des filets de camouflage, une mère de famille qui concocte des gilets pare-balles, vous savez quoi ? Avec des lames, c'est-à-dire des éléments de ressort de tracteurs, etc., etc. Une pharmacienne qui a fait une association pour créer des kits d'urgence, parce qu'on meurt à 60-65% sur le front d'hémorragie, on n'a pas les tourniquets salés, les garrots, etc., etc. Et donc un effort et une imagination incroyable qui va du paysan à l'ingénieur, et c'est très fort. Le livre démarre avec, ce sont des réflexions, mais aussi beaucoup de portraits, avec Evgeny qui a une tête de pop, et qui a toujours des icônes derrière lui, puis un masque à gaz. Et c'est le préfet militaire de la ville qu'en face de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. On était à 2 km des Russes, de l'autre côté du fleuve, et bon, on se prenait quelques missiles, mais lui résistait. Il n'est pas du tout préfet militaire. C'est le 24 février, le jour de la guerre, du début de la guerre, on lui a mis une casquette de militaire. Mais qu'est-ce qu'il est ? Il est chirurgien. Et il défend son peuple, et il défend la ville de Nikopol, c'est le nom de la ville en face. Et voilà, c'est cet élan de résistance qui est formidable et qu'il nous faut défendre, même si ça nous coûte un peu cher, mais en tout cas, il en va de l'avenir de nos valeurs démocratiques. Et tout cela, vous le racontez dans votre livre « Naissance d'une nation européenne ». C'est publié aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, Olivier Weber, d'être passé par le studio de la matinale RCF.